4 responsables, oui. 4 pour piloter un seul et même domaine. 4 figures ministérielles chargées de superviser les enjeux stratégiques d'un unique secteur. Nous sommes en Algérie en 2026 et sous l'ère de Abdelmadjid Tebboune, le pays confirme une fois encore qu'il ne ressemble décidément à aucun autre. On pourrait presque saluer cette performance consistant à nommer 4 ministres parfaitement alignés avec les mêmes salaires, les mêmes privilèges et les mêmes avantages, tout en mobilisant des ressources financières considérables de l'État, ainsi que des équipes entières pour 4 responsables. Oui, 4 pour piloter un seul et même domaine, 4 figures ministérielles chargées de superviser les enjeux stratégiques d'un unique secteur. Nous sommes en Algérie en 2026 et sous l'ère de Abdelmadjid Tebboune, le pays confirme une fois encore qu'il ne ressemble décidément à aucun autre. On pourrait presque saluer cette performance consistant à nommer 4 ministres parfaitement alignés avec les mêmes salaires, les mêmes privilèges et les mêmes avantages, tout en mobilisant des ressources financières considérables de l'État, ainsi que des équipes entières pour administrer un secteur qui, autrefois, relevait d'un seul portefeuille une démonstration étonnante d'originalité qui nous plonge directement dans cette nouvelle Algérie version Tebboune, où le président a choisi de fragmenter un ministère unique, celui de l'énergie et des mines, en plusieurs entités distinctes, créant au passage 2 structures supplémentaires, reportant ainsi le total à 4 ministres, pour un seul et même secteur. Oui, 4 décideurs pour une seule activité, une organisation qui laisse perplexe, autant qu'elle intrigue, au point de se demander s'il faut y voir une innovation audacieuse ou une décision inquiétante. En tout cas, vu de l'extérieur, avec un peu de recul, ce qui se déroule en Algérie est particulièrement inédit. En effet, hier, le 9 avril 2026, un remaniement gouvernemental, un remaniement ministériel a été annoncé. Mais en quoi consiste exactement ce remaniement ministériel ? Mohamed Arkab, qui occupait le poste de ministre des hydrocarbures et des mines, devient désormais uniquement ministre des hydrocarbures. Un autre responsable, nommé Mourad Hanifi, a été désigné ministre des mines et des industries minières, et une troisième personnalité, Madame Karima Tafer, a été nommée secrétaire d'État. Ce n'est pas officiellement un ministre, mais la fonction s'en rapproche fortement, puisqu'elle agit en tant que secrétaire d'État auprès du ministère des Mines et des Industries minières. Voilà donc une décision prise par Abdelmadjid Tebboune, et avec ces nouvelles nominations, l'Algérie se retrouve désormais avec 4 ministres dans le secteur de l'énergie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existait déjà auparavant un ministre de l'énergie, Mourad Adjal, en fonction depuis 2025 chargé de l'énergie et des énergies renouvelables. Celui-ci s'occupe de l'électricité, de la production et de la distribution de l'énergie, ainsi que des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de leur côté. Les autres portefeuilles sont répartis comme suit. Mohamed Arkab se concentre exclusivement sur les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et Sonatrach. Tandis que Karima Bakir Tafer et Mourad Hanifi sont chargés de tout ce qui concerne les mines, incluant le minerai de fer, le phosphate, le zinc, ainsi que les métaux critiques et rares, ce qui signifie qu'il y a désormais 4 ministres pour un seul secteur, une situation totalement inédite en Algérie, car auparavant, une telle configuration n'a jamais existé. Il faut rappeler qu'avant septembre 2025, il n'existait qu'un seul ministère, regroupant l'énergie, les mines et les énergies renouvelables, dirigé par Mohamed Arkab depuis cette même période. Une première séparation avait déjà eu lieu entre Mohamed Arkab, chargé des hydrocarbures et des mines,
et l'ancien PDG de Sonelgaz, M. Mourad Adjal, qui s'occupait de l'énergie et des énergies renouvelables, puis en avril 2026. Une nouvelle fragmentation intervient puisque les mines sont désormais réparties entre un ministère et un secrétariat d'État. Les hydrocarbures disposent de leur propre ministère, et l'énergie, ainsi que les énergies renouvelables également, une organisation totalement inédite qui apparaît tout simplement irrationnelle, contre-productive et même potentiellement dangereuse pour les intérêts économiques du pays. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Dans le monde entier, vous trouverez toujours les mines et l'énergie comme deux activités économiques étroitement liées. Pourquoi? Lorsque l'on parle d'énergie, on pense au pétrole et au gaz, mais aussi aux énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, l'hydrogène, et même l'hydroélectricité, tout ce qui permet de produire de l'électricité sans passer par le pétrole ou le gaz. Les mines sont liées, il faut voir, à l'énergie, parce que certains minerais comme le charbon et l'uranium permettent de produire de l'énergie. L'uranium sert à produire de l'énergie nucléaire, le charbon permet de produire de l'électricité. C'est pour cela que dans les mines, on peut également produire de l'énergie. Toutes les ressources minières ne permettent pas de produire de l'énergie, mais elles restent liées à celles-ci. Car il faut des ressources minières et de l'énergie pour développer ce que l'on appelle une industrie. Pour toute activité industrielle, il faut une matière première, qu'il s'agisse de fer, de cuivre d'or, de zinc, de plomb, peu importe les minerais, de la bauxite, etc. Mais ces mines, pour être transformées, ou ces ressources minières pour être transformées, exploitées industriellement, utilisées afin de créer une véritable filière industrielle et produire des biens industriels, des produits à valeur ajoutée. Des produits manufacturés ou encore développer une industrie manufacturière nécessite de l'énergie. Il faut toujours du gaz ou du pétrole pour exploiter les mines. D'abord, pour l'extraction, il faut de l'énergie du gaz ou du pétrole ainsi que de l'eau afin d'extraire le fer, le cuivre, le zinc, le plomb ou d'autres minerais comme la bauxite ou l'or. De la même manière, il faut de l'énergie et des ressources minières pour construire une industrie. C'est pour cette raison que l'Algérie a toujours disposé d'un seul ministère, celui de l'énergie et des mines, qui remonte d'ailleurs aux années 90. Depuis très longtemps en Algérie, il n'existait qu'un seul ministère. Comme le pays dépendait essentiellement des hydrocarbures, le secteur minier a été négligé, mais il est resté rattaché au ministère de l'énergie. Il existait bien des projets pour développer les mines dont il sera question plus tard, mais en réalité, il s'agit d'un seul et même secteur. Même activité, mêmes enjeux, qu'ils soient financiers, économiques ou purement industriels, ces deux domaines sont indissociables. L'énergie et les mines constituent un seul et même secteur. Alors, Abdelmadjid Tebboune, je ne sais pas comment il a eu cette brillante idée, qui la lui a soufflé, ni pourquoi il a pris une telle décision. En réalité, on sait pourquoi. D'abord, il a récemment créé un ministère consacré aux mines parce qu'il estime que Mohamed Arkab n'a pas été satisfaisant, qu'il ne lui a pas donné satisfaction. Il a beaucoup tardé, il n'a pas été à la hauteur. Et en ce qui concerne la gestion de Garad Jebilet, tout comme celle du projet de phosphate de Tébessa, ou encore de la mine de zinc et de plomb de Béjaïa Mohamed Arkab, n'a pas été à la hauteur. Clairement, il n'est pas compétent pour développer des projets miniers, il n'a pas géré ces projets de manière convenable. Il a beaucoup menti à Tebboune. Il y a eu de nombreux retards, des erreurs de gestion des décisions inadaptées qui ont affecté le lancement de ces projets. Tebboune lui a un rêve, une idée, une doctrine que nous allons d'ailleurs analyser ensemble. Il pense que pour remplacer les hydrocarbures qui s'épuisent en Algérie, puisque la fin de l'ère du pétrole approche, nous sommes un pays qui produit environ 900 000 barils par jour, avec une capacité d'exportation de 400 000 et quelques même pas 500 000, ce qui reste très faible. Quant au gaz, il s'agit également d'une ressource épuisable, puisque la consommation intérieure absorbe
plus de 65% de notre production et qu'elle dépassera les 80% dans les 3, 4 ou 5 années à venir. Nous n'aurons bientôt plus suffisamment de gaz à exporter, notamment à partir de 2029 à 2030. Ainsi, Tebboune pense avoir trouvé une vision. Il est convaincu de détenir une vision futuriste et même révolutionnaire. Il pense qu'il peut remplacer les hydrocarbures par les mines. Et pour pouvoir développer les mines, il estime qu'il faut nommer pour chaque activité ou pour chaque domaine un ministère distinct. Il considère qu'il faut consacrer un ministère spécifique aux mines. Sauf que dans ce cas précis, il n'a pas attribué un seul ministère, mais 2 ministères avec un ministre, un secrétariat d'État, tandis que les hydrocarbures sont séparés de l'énergie. L'énergie à elle seule devient en réalité un ministère de l'électricité et des énergies renouvelables. Nous avons identifié au moins 4 méfaits de cette décision, 4 méfaits, 4 conséquences dangereuses. Cela n'a aucun sens. Abdelmadjid Tebboune pense qu'il faut faire appel à des experts et confier chaque activité créée pour chaque domaine qu'il considère lui-même comme prioritaire, un ministère et un ministre censé être compétent afin d'accélérer les projets et d'obtenir de bons résultats. En réalité, la multiplication des ministères, l'augmentation du nombre de ministres et l'alourdissement du millefeuille administratif ou le renforcement de cette complexité administrative ne permettent en aucun cas d'accélérer les projets, ne sont absolument pas favorables et ne constituent en rien une décision propice à leur mise en œuvre. Elles ne contribuent jamais et ne peuvent pas contribuer à une quelconque efficacité ni à la mise en place d'un bon management. Pourquoi? Pour 4 raisons qui représentent 4 dangers, 4 motifs et les 4 méfaits de cette décision irrationnelle prise par Abdelmadjid Tebboune. Le premier grand danger réside dans la multiplication des ministres au sein d'un même secteur, ce qui fait que personne ne devient réellement responsable. On ne sait plus qui doit répondre du succès ou de l'échec. Chacun dira « ce n'est pas moi ». Par exemple, si un grand projet minier stagne en raison d'un manque d'énergie ou d'infrastructure, le ministre des Mines rejettera la responsabilité sur le ministre des Hydrocarbures en affirmant qu'il n'a pas fourni suffisamment de gaz, ou sur celui des travaux publics en disant que les infrastructures nécessaires à l'exportation n'ont pas été réalisées. C'est donc le jeu classique, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Nous faisons face à un risque élevé de dilution des responsabilités. La responsabilité se disperse et personne n'est tenu pour responsable. Ce n'est pas moi, c'est le ministère, c'est Arcab, c'est lui, les hydrocarbures. Chacun dira, ce n'est pas moi, j'ai fourni le gaz, c'est le ministre des Mines qui n'a pas fait son travail. Ainsi, au lieu d'accélérer les projets, de les mettre en service et de commencer à créer de la richesse et des emplois, nous allons nous retrouver face à des retards, des conflits, des désaccords, des situations encore plus préjudiciables. Ensuite se pose le problème de l'inertie décisionnelle. Plus il y a de ministres, plus il y a de signatures à obtenir. Ce qui devait simplifier, la gestion risque de se transformer en une bureaucratie paralysante. Au lieu d'avoir un seul décideur qui signe, qui tranche et qui assume, nous allons multiplier les responsables, 2 ministres, un secrétaire d'État, un ministre chargé de l'électricité, un autre pour le gaz et le pétrole. À chaque lancement de projet, alors même que les mines et l'énergie sont étroitement liées, car il est impossible d'exploiter une mine ou d'extraire des ressources sans gaz ni pétrole, et il est tout aussi impossible de développer une industrie sans ressources minières et sans énergie. Nous allons devoir passer par plusieurs décideurs. Cela implique plusieurs signatures, plusieurs accords, plusieurs validations. Cette situation va engendrer une bureaucratie paralysante où chaque dossier devra transiter par 3 ou 4 cabinets ministériels au lieu d'un seul.
Pour obtenir de l'électricité, il faudra consulter un ministre, pour obtenir du gaz un autre, pour exploiter une mine et obtenir un permis encore un autre, et pour une autorisation supplémentaire un quatrième. 4 ministres. 4 ministres, c'est du n'importe quoi. Mais le deuxième grand danger, c'est le coût exorbitant, le coût extrêmement élevé du fonctionnement. Créer ou maintenir 3 ministères hydrocarbures, mine secrétariat d'État, ministère de l'énergie, ne relève pas uniquement d'une question de titre. Cela exige des moyens matériels importants. Chaque ministre a besoin de son propre siège, de son propre budget, de directeurs centraux, de conseillers. Lorsqu'on nomme un nouveau ministre, on met en place un nouveau ministère, donc de nouveaux locaux, des directeurs centraux, des conseillers, un parc automobile, un budget de fonctionnement et un budget de communication. Il y aura donc un impact budgétaire. À un moment où l'Algérie fait face à des défis considérables en matière de déficit budgétaire, cette augmentation du nombre de ministres sera inévitablement perçue comme un gaspillage de l'argent public. Argent qui aurait pu être investi directement par exemple dans des projets stratégiques, comme la réparation ou la rénovation des barrages et des stations de dessalement de l'eau de mer, afin de garantir l'accès à l'eau potable pour la population. Comme cela a été évoqué précédemment dans l'émission précédente, la 7e ville du pays, ou la 4e région la plus importante, à savoir Annaba, traverse une crise chaotique de l'eau potable. Au lieu de surrémunérer des ministres, d'allouer des budgets et de gaspiller des fonds publics, en les distribuant à des ministres que l'on crée tous les 6 mois et qui peuvent en disparaître. Le lendemain, il serait préférable de consacrer ces ressources à des secteurs stratégiques, comme la gestion et la production de l'eau potable. Le 3e grand danger, c'est la politique du fusible. En réalité, il s'agit du limogeage des ministres. À chaque problème, à chaque crise, on désigne un ministre, on lui inflige une sanction. On affirme, ce ministre sera limogé, comme cela a été fait avec le ministre des Ressources en eau pour apaiser la colère des habitants d'Annaba. Et comme le pape doit se rendre à Annaba dans 3 jours, dans 4 jours, on dira, s'il y a des fuites d'eau, des défaillances du réseau, si celui-ci n'est pas correctement géré ou entretenu, alors c'est la faute d'un seul individu. Et ici, en réalité, on multiplie le nombre de décideurs afin de pouvoir à chaque fois désigner quelqu'un que l'on pourra sanctionner ou sacrifier comme un fusible pour affirmer que ce n'est jamais la faute du président. Ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute de l'armée, c'est la faute d'un seul ministre. C'est ce ministre qu'il faut sanctionner, qu'il faut absolument limoger. Cela va engendrer une instabilité administrative, puisqu'à chaque changement de ministre, il faut nommer une nouvelle personnalité. Il faut identifier un nouveau responsable. Chaque ministre arrive avec ses collaborateurs, son propre cabinet, ses alliés. Et à chaque remplacement, le temps joue un rôle. Lorsque l'on change de ministre tous les 6 mois, cela crée une période d'instabilité. Ainsi, le nouveau ministre va modifier les décisions, bloquer les anciens dossiers, mettre en place sa propre stratégie, sa propre feuille de route, en interrompant celle qui existait auparavant. On n'avance jamais. On avance. C'est ce qui se produit avec Abdelmadjid Tebboune. On ne progresse jamais. Les projets ralentissent, les décisions deviennent contradictoires. Les politiques sont incohérentes. Tous les 6 mois ou chaque année, un nouveau ministre, un nouveau ministère et aucune avancée. C'est l'anarchie, la fauda. L'anarchie. Le 4e grand danger, c'est le signal négatif envoyé aux partenaires étrangers, les investisseurs étrangers ou les partenaires internationaux qui interviennent dans le secteur des mines ou de l'énergie, dans la mesure où ce secteur dépend fortement des investissements extérieurs. Pour exploiter les ressources minières importantes de l'Algérie, il faut investir des milliards et des milliards de dollars, que ce soit pour le fer, le zinc, le plomb, les terres rares ou encore le pétrole et le gaz dans le domaine énergétique. Or, les investisseurs étrangers sont essentiels pour ces investissements, car l'Algérie
ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour investir seul, et le savoir-faire, le transfert de technologie, la maîtrise des innovations, ainsi que les moyens financiers, reposent sur la participation d'un ou de plusieurs partenaires étrangers. Cependant, lorsque ces investisseurs arrivent en Algérie, que constatent-ils? Ils sont confrontés à un manque de lisibilité et de visibilité, qui décide de quoi, à quel moment les décisions sont prises, avec qui il faut négocier, à qui s'adresser. Les investisseurs étrangers subissent ainsi la multiplication des interlocuteurs. C'est un défaut qui inquiète les partenaires internationaux. C'est pourquoi les investisseurs préfèrent un traité avec un ministère unique solide plutôt qu'avec une dispersion des compétences qui rend les négociations interminables. Il faut demander tel visa, tel certificat auprès de tel ministère. Ensuite, il faut être reçu par un autre ministère dans un autre département. Il faut revenir organiser un rendez-vous avec 2 ou 3 ministres afin d'obtenir 2 ou 3 autorisations distinctes, alors qu'il s'agissait auparavant d'autorisations ou de documents complémentaires qui auraient pu être validés ou signés par un seul ministre. Les dysfonctionnements sont évidents, cela n'a aucun sens. Ce que fait Abdelmadjid Tebboune, c'est tout simplement de l'anarchie. C'est une gestion anarchique, inconsciente et chaotique du pays. Pourquoi Tebboune agit-il ainsi? Il agit ainsi parce qu'il est convaincu comme cela. A déjà été expliqué que l'avenir de l'Algérie repose sur les mines une fois l'ère du pétrole terminée avec la baisse drastique des ressources et des réserves en pétrole et en gaz. Il pense que les mines permettront un décollage économique. Très bien. Il mise sur 3 grands projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le projet de Garad Djebileh, considéré comme l'une des plus grandes réserves au monde, le projet de phosphate de Tébessa et le projet de zinc et de plomb de Talla Hamza à Béjaïa. Nous allons analyser brièvement ces 3 projets. Garad Djebileh, nous en avons déjà parlé et plusieurs émissions lui ont été consacrées. Il s'agit d'un projet qui n'est ni rentable ni stratégique, contrairement à ce que pense le pouvoir. Le minerai de fer présente une teneur très élevée en impureté 52% de phosphore. Il contient donc une quantité importante de phosphore, ce qui complique et compliquera davantage son traitement pour l'exploitation. En 2026, grâce au partenariat avec la Chine, la nouvelle ligne ferroviaire a bien été réceptionnée. Toutefois, l'extraction n'a pas encore réellement démarré. Elle a commencé, mais à des niveaux très limités. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que le projet atteigne sa maturité, avec des investissements colossaux et des sommes importantes qui risquent d'être perdues et dilapidées pour exploiter une ressource minière qui n'est pas aussi stratégique que le fer et qui ne rapportera jamais autant que les dépenses engagées pour ce méga-projet. Le phosphate de l'Est constitue également un projet majeur. Il remonte à 2018-2019 et devait être réalisé avec un grand groupe chinois de dimension mondiale qui a été manipulé par Mohamed Arkab. Cela a été révélé sur Algéripar. Il a écarté ce groupe chinois qui était prêt à financer 80 à 85% du projet. Et depuis 2022, d'autres partenaires chinois ont été choisis. Il a été expliqué et il a été découvert qu'il a été trompé, manipulé, et que les 2 sociétés chinoises qui lui ont été présentées étaient en réalité de petites structures, ne disposant ni des capacités financières, ni des compétences technologiques ou industrielles nécessaires pour lancer l'exploitation des réserves de phosphate, de Bled El Hadba de Débessa et de Oued Kéberit. Le projet s'est alors retrouvé à l'arrêt. Les partenaires chinois ont été écartés
alors même qu'une société commune avait été créée avec eux, et depuis 2024, il a été demandé à Sonatrach de porter seul ce projet. Or, Sonatrach ne maîtrise pas le secteur minier, ce n'est pas son domaine d'expertise. Sa filière, notamment au niveau d'Asmidal, est très mal gérée, elle est défaillante, insuffisante, et ne dispose ni du savoir-faire, ni des ressources financières nécessaires pour rentabiliser ou lancer de manière ambitieuse et concrète le projet phosphacier intégré de TBSA. Par conséquent, ce projet est à l'arrêt, il ne fonctionne pas et progresse très lentement. Quant au projet de Talla Hamza, il apparaît sur le papier comme très intéressant. En effet, la mine de Talla Hamza à Mizour figure parmi les 5 plus grands gisements mondiaux de zinc et de plomb encore non exploités. Cela étant dit, les réserves sont estimées à environ 53 millions de tonnes de minerais, dont 34 millions exploitables immédiatement. La production envisagée est de 170 000 tonnes de concentré de zinc et de 30 000 tonnes de plomb par an. La durée d'exploitation de cette mine est estimée à 20 ans si l'exploitation débute dès aujourd'hui. Il est vrai que le zinc et le plomb sont des matières très recherchées dans les industries manufacturières, notamment dans plusieurs secteurs innovants. Toutefois, ce projet nécessite un investissement de 460 et 11 millions de dollars. Un partenaire australien est impliqué depuis de nombreuses années, mais il a rencontré de nombreux obstacles. Le projet a ensuite été relancé, mais il reste incertain de savoir si ce partenaire australien sera à la hauteur. Quoi qu'il en soit, ce projet présente de nombreuses failles. Pourquoi d'abord ce projet présente un problème? Il y a le coût des infrastructures et surtout un coût lié à la pollution, car il s'agit d'un projet potentiellement très polluant. L'extraction du plomb génère des résidus toxiques. La proximité des zones habitées et du port de Béjaïa soulève d'importantes inquiétudes en matière de santé publique et d'environnement. En outre, il existe un risque pour les ressources en eau. Dans plusieurs régions du monde, dans d'autres pays ayant lancé une exploitation massive du zinc et du plomb, le pompage intensif nécessaire à l'exploitation minière peut assécher les nappes phréatiques destinées à la population, tout comme il peut les polluer en cas de fuite de résidus toxiques dans ces nappes. Il existe donc un problème environnemental majeur. Même si ce projet permettra de créer 500 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects, il offrira à l'Algérie, à court et à moyen terme, la possibilité de ne plus importer de plomb et de zinc, de fournir ces matières stratégiques à ses propres industries et de générer des revenus à l'exportation. Cependant, il s'agit d'un projet qui comporte de nombreux méfaits. Je dis bien de nombreux méfaits, notamment sur le plan environnemental et également en ce qui concerne son financement. De plus, pour l'utilisation des technologies innovantes, le pays dépend d'un partenaire étranger solide et il reste incertain que les partenaires australiens impliqués dans ce projet soient capables de tenir leurs engagements. Quoi qu'il en soit, une émission entière sera consacrée à Talla Hamza à Mizour afin d'expliquer en détail l'ensemble des problématiques de ce projet, en particulier les enjeux écologiques et la dépendance à l'égard du partenaire étranger. Si ce partenaire ne répond pas aux attentes, le projet risque d'être sérieusement compromis. Par ailleurs, pour lancer l'exploitation de la mine de Talla Hamza, il est nécessaire de procéder à des expropriations de terres agricoles, de déclarer le projet d'utilité publique et d'indemniser les populations concernées. Le site est situé en milieu villageois en Haute-Kabylie, dans la région de Béjaïa, entouré de nombreux villages. Il existe donc un problème lié à l'accès à la propriété privée. C'est un casse-tête. Ce projet constitue un véritable casse-tête. En réalité, ce que Abdelmadjid Tebboune tente de nous faire croire, c'est que les mines représentent l'avenir. Pourquoi les mines ne constituent-elles pas l'avenir? Cette question sera approfondie dans une autre émission.
Pour l'instant, faisons un résumé rapide. Le pétrole et le gaz génèrent entre une quarantaine et une cinquantaine de milliards de dollars. Lorsque les prix augmentent, comme ce fut le cas durant la guerre en Ukraine ou comme c'est le cas depuis le conflit avec l'Iran, ces revenus peuvent même atteindre une soixantaine de milliards de dollars. Les mines, en revanche, ne généreront jamais autant de revenus que le pétrole et le gaz. Cela relève du mensonge. Les estimations les plus optimistes évoquent des recettes comprises entre 5 et 10 milliards de dollars, à condition que le projet de Garad Gebile soit mis en œuvre et que le projet de phosphate de Tébessa soit également lancé en parallèle avec celui de Talla Hamza. Cela représente donc entre 5 et 10 milliards de dollars. Par conséquent, cela ne remplacera pas le pétrole et le gaz. Et pour tirer pleinement profit de nos ressources minières, il est indispensable de disposer d'une industrie locale développée. Les mines, c'est comme le pétrole, comme les hydrocarbures. Si l'on exporte le fer à l'état brut, les revenus restent faibles. En revanche, si l'on transforme ce fer en produits industriels dérivés, les gains deviennent plus importants. Le zinc et le plomb suivent la même logique, tout comme le phosphate. Exporter le phosphate brut ne rapporte que peu, mais le transformer en engrais permet de générer davantage de revenus. Or, notre écosystème industriel demeure faible, défaillant et insuffisant en raison du manque d'investissement, de l'absence de partenaires étrangers fiables et d'un secteur privé encore peu soutenu, fragile et peu développé. Ainsi, nous exportons des ressources minières à l'état brut, ce qui génère très peu de revenus. Nous ne disposons pas d'une industrie locale capable de maîtriser les processus de transformation ni la production de dérivés issus de ces ressources. Tant que nous ne disposerons pas de filières solides comme l'industrie automobile, celle de l'électroménager, des smartphones ou des équipements informatiques, les mines en Algérie ne généreront pas des revenus significatifs. En réalité, Abdelmadjid Tebboune cherche à sortir de la dépendance aux hydrocarbures pour la remplacer par une dépendance aux mines. Sa stratégie demeure fondée sur une dépendance aux industries extractives. Autrement dit, au lieu d'extraire le pétrole et le gaz, il s'agirait d'exploiter l'ensemble des ressources minières. L'objectif est donc d'exploiter tout ce qui peut l'être afin de générer des devises. Or, ce n'est pas l'exploitation des richesses qui permet de créer des devises, ni de bâtir une puissance économique ou une croissance durable. Ce qui crée réellement de la richesse, c'est la transformation de ces ressources en une industrie développée, prospère, capable de produire des biens à valeur ajoutée. Mais cela, les dirigeants algériens ne parviennent pas à le comprendre ou ne souhaitent pas le comprendre, car ils raisonnent uniquement à court terme. Ils ne